Bonsoir, vous en avez désormais l'habitude, certains congrès sont devenus des rendez-vous incontournables des JDF. C'est le cas de l'ESMO, le congrès européen d'oncologie. Nous sommes en effet en direct de Madrid, dans notre studio, au cœur de ce congrès, avec un de vos invités préférés, le professeur Gilles Freyer, qui est directeur de l'Institut de cancérologie des Hospices civils à Lyon. Bonjour. Bonjour. Alors avec vous, cette discipline compliquée, mais surtout qui évolue à très grande vitesse, en particulier lors de ces congrès, devient moins abrupte. Et c'est important parce que le diagnostic, le suivi de ces malades est toujours délicat et souvent chargé en émotions. J'ai choisi pour cette émission un thème résolument pratique, 10 conseils essentiels pour la prise en charge d'un cancer. Gilles Freyer, on va commencer tout de suite par le premier conseil. Imaginons on suspecte un cancer où les conclusions de l'imagerie sont évidentes. Une femme qui arrive avec qui a un gros ventre et puis le médecin va se dire il y a peut-être quelque chose, cancer de l'ovaire. À qui on va adresser ce patient? À un cancérologue que l'on dit généraliste ou alors directement au spécialiste des ovaires? Alors c'est évidemment la question majeure, l'adressage, c'est ce qui va faire probablement le début des inégalités de prise en charge. Et l'exemple du cancer de l'ovaire, il est très bon parce que c'est une maladie pour laquelle on sait que la prise en charge initiale cruciale, c'est la chirurgie. Et c'est la chirurgie réalisée par un spécialiste de cette chirurgie. Ça veut dire que si on envoie un oncologue généraliste, c'est une perte de temps parce que lui va faire la même conclusion que vous? Alors la question ça dépend de ce que vous appelez un oncologue. Un oncologue, c'est quelqu'un qui est spécialiste du traitement du cancer, mais pas spécialiste du traitement d'un organe. Oui, alors comme vous le savez, il y a des oncologues chirurgiens et il y a des oncologues médicaux. Alors le premier débat, c'est la spécialité chirurgicale. Oui, mais le médecin généraliste qui suspecte un cancer de l'ovaire ne va pas envoyer directement chez le chirurgien. Je pense pas. Alors ça peut être le cas s'il y a une maladie, on va dire, relativement localisée et qu'on a l'impression qu'elle va pouvoir être enlevée. Et à ce moment-là, il faut s'adresser à un chirurgien spécialiste du cancer de l'ovaire. Si vous avez une maladie qui est plus avancée, dont le médecin suspecte qu'elle va relever d'une prise en charge plutôt médicale, une chimiothérapie... Mais ça, il ne sait pas quand il voit son malade pour la première fois. Le médecin traitant peut être en situation de s'en rendre compte. Si il a fait son bilan, il s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait une maladie très disséminée, il va avoir envie de passer un coup de fil plutôt à un oncologue médical. À ce moment-là, la question centrale, c'est comment est-ce que je joins la bonne personne. Il faut un carnet d'adresses incroyable quand on commence à... Alors, soit un carnet d'adresses incroyable, ce qui est rare, soit des institutions qui sont capables de répondre à ce genre de demande. Il n'y a pas de perte de temps quand on rentre à la porte générale des Hospices civils de Lyon? Alors justement, il ne faut sans doute pas rentrer à la porte générale d'un CHU, mais plutôt avoir un recours, et raison pour laquelle, puisque vous citez notre institution, nous avons mis en place une hotline cancer qui sert précisément à ce qu'au bout du fil, il y ait quelqu'un qui dise « je vais vous orienter vers tel ou tel spécialiste parce qu'il est habitué au cancer de l'ovaire ». Dans les centres anticancéreux, vous avez le même type de service, parfois dans les institutions privées également, et il faut que nos institutions fassent cet effort sur l'adressage, de mettre à disposition des médecins traitants, des numéros de téléphone qui vont pouvoir les orienter. Il y a des études qui montrent la différence entre les deux approches. Absolument. Et qui montrent cette perte de chance. Alors oui, vous avez cité l'excellent exemple du cancer de l'ovaire où il faut être un chirurgien à la fois habitué de la chirurgie gynécologique et à la fois habitué de la chirurgie viscérale parce que parfois il faut enlever des morceaux d'intestin, etc., etc. Nos collègues allemands, qui sont très en pointe dans le domaine, ont fait des études montrant qu'il y a une corrélation très étroite entre les chances de guérison des malades opérés d'un cancer de l'ovaire et le nombre de procédures faites par le chirurgien chaque année. Eh bien, on sait qu'il faut en faire probablement plus de 20 et que pour être au sommet de son art, il faut probablement en faire plus de 30 ou 35. Et il y a très peu de chirurgiens dans chaque pays, en France en particulier, qui sont capables de satisfaire ce type d'exigence. Il existe toujours une rivalité entre les différentes approches ou ça s'est un petit peu calmé? Là, je pense que vous parlez davantage du vieux débat, spécialité d'organes versus cancérologue. Moi, je crois que c'est un débat qui est complètement éculé. Mais il n'est pas obsolète, au sens où les rivalités corporatistes existeront toujours entre le gastro-entérologue désireux de faire sa chimiothérapie et le cancérologue qui s'intéresse à la gastro-entérologie. Je pense que
il y a beaucoup de malades et on ne sera jamais assez de gens compétents pour bien traiter les patients. Et 2, ce qui fait la compétence, ce n'est pas un bout de papier, c'est réellement un diplôme, mais c'est réellement ce qu'on est capable de faire dans la vraie vie et surtout ce qu'on peut investir dans l'organisation des soins. Alors, ce premier conseil pratique induit inévitablement le deuxième, celui du choix du pôle de cancérologie qui va prendre en charge le traitement. J'ai dit que tous ces congrès étaient impressionnants par la somme de nouvelles connaissances. Pardon. On va prendre un exemple que vous connaissez bien, celui du cancer du sein. Cancer du sein. Qu'est-ce qu'on ignorait il y a 5 ans sur le traitement du cancer du sein en particulier que l'on sait aujourd'hui? Alors 2 exemples. Il y a 5 ans, on pensait que l'hormonothérapie, qui est un traitement essentiel du cancer du sein au stade avancé, qui en fait même tout le pronostic, lorsque hélas vous avez un cancer du sein métastatique, c'est la longueur de la réponse à l'hormonothérapie qui va faire la vie ou la survie, j'aime pas trop ce mot, de la personne. Et il y a 5 ans, on pensait qu'il y avait une résistance acquise à l'hormonothérapie et qu'une fois que la résistance était acquise, on tombait dans le domaine de la chimiothérapie et qu'on rentrait dans les soucis globalement. Eh bien, toute une série de nouveaux médicaments sont arrivés parce qu'on a identifié ces mécanismes de résistance à l'hormonothérapie et ces médicaments ont redonné, en termes de durée de contrôle de la maladie, pratiquement autant que ce qu'on avait gagné durant les 30 années précédentes. Et ça, c'est assez considérable. Je pense aux inhibiteurs de cycline dépendante kinase, bientôt probablement les inhibiteurs de PI3 kinase, ont vraiment, ou les inhibiteurs de mTOR, ont vraiment modifié cette prise en charge et ont pratiquement doublé la durée du contrôle de la maladie. Et donc, on a de moins en moins souvent besoin de chimiothérapie au début de la prise en charge. Et quand on doit l'introduire, c'est de plus en plus tard. Ça, c'est mon premier exemple. Oui, alors, est-ce que, ce sera peut-être votre deuxième exemple, est-ce que ce choix thérapeutique, il est induit par une meilleure connaissance aujourd'hui des formes de tumeurs? Absolument. C'est la biologie moléculaire qui a permis ça. C'était votre deuxième choix ou vous en avez... Non. C'était, je pourrais en rajouter un troisième, mais je ne vais pas faire trop long, mais la biologie moléculaire a permis ça. C'est-à-dire d'identifier les mécanismes qui, à l'intérieur de la cellule, vont gouverner cette acquisition de résistance, qui en fait est darwinienne. C'est-à-dire qu'il y a quelques cellules qui vont exprimer telle ou telle modification de voie, de signal, de gènes, etc. Et ces cellules-là vont survivre alors que les autres périclitent. Et ce sont celles-là qui vont repeupler, hélas, la maladie qui va devenir résistante. Ça, c'est récent aussi. Les acquis de la biologie moléculaire, c'est une quinzaine d'années. Oui, mais sur le terrain. Sur le terrain, c'est 5 ans, effectivement 4-5 ans, donc vous disiez, voilà. Un troisième exemple? Alors, le deuxième on va enchaîner sur encore la biologie moléculaire pour dire qu'on a créé ces cartes d'identité du cancer, et avec ce qu'on appelle aujourd'hui les signatures moléculaires, on va décrypter l'ADN. Et avec ces signatures, on a réussi à démontrer que chez des patientes opérées, pour lesquelles on se posait la question d'une chimiothérapie complémentaire pour mieux guérir, eh bien, ces signatures, elles nous permettent d'identifier probablement une quinzaine de %, voire un peu plus, de personnes chez qui on aurait ordinairement prescrit une chimiothérapie et qui finalement va s'avérer non nécessaire. Donc on va désescalader, comme on dit, on va être moins agressif et donc moins d'effets secondaires pour les malades. Donc ça, c'est un vrai acquis. Troisième exemple, et ça c'est encore plus récent, on a montré que dans certaines formes génétiques de cancer du sein, c'est-à-dire héréditaires, avec ces fameuses mutations génétiques qui peuvent se transmettre dans les familles, c'est Angelina Jolie pour faire simple, on va exploiter la faille génétique. C'est-à-dire que cette fragilité génétique qui va provoquer le cancer, elle existe aussi dans les cellules cancéreuses, qui donc vont être plus fragiles que des cellules cancéreuses habituelles, on va dire. Et on a maintenant des médicaments qui vont s'appuyer sur cette fragilité génétique pour aller détruire la maladie cancéreuse qu'on appelle les inhibiteurs de PARP. Et ces médicaments-là, aujourd'hui, s'avèrent très probablement supérieurs même à la chimiothérapie, alors que c'est simplement quelques comprimés à prendre tous les jours avec une tolérance bien meilleure. Voilà encore un exemple de ce qu'on ignorait totalement il y a 5 ans. Alors ça a augmenté la connaissance de façon incroyable en 5 ans, mais la diffusion de ces connaissances, est-ce qu'elle est aussi rapide? En clair, est-ce qu'il n'existe pas des inégalités régionales en fonction des équipes qui ont le temps ou pas le temps d'acquérir ces nouvelles compétences? Oui, il est certain que je fais sans doute partie des privilégiés qui peuvent venir quelques jours ici à Madrid, profiter de cette explosion des connaissances. C'est aussi quand même un petit peu mon boulot de devoir essayer de relayer ces choses-là. Et d'ailleurs, c'est une excellente chose que nous le faisions ici ensemble. Mais il est clair que tous les cancérologues de France, et en particulier, je pense aux collègues qui est un peu seul dans un centre hospitalier
infirmier général avec 40 lits à gérer, etc. Lui, il ne va pas pouvoir être présent malheureusement, mais il faut qu'il bénéficie de ses connaissances. Ça, je veux dire, c'est votre problème. Mais le généraliste qui nous regarde et qui maintenant se dit tiens, il se passe quelque chose, qui peut aller très vite d'ailleurs sur Internet, voir des émissions comme celles qu'on fait actuellement, il fait quoi lui ? Comment il sait si... Alors, le médecin généraliste, il est confronté au défi de l'explosion de la connaissance. Hein, et c'est l'occasion de dire à quel point c'est difficile pour nos collègues généralistes d'abord de faire la connaissance de tous ces médicaments, mais en même temps d'être des cardiologues, d'être des diabétologues, d'être aussi des psychothérapeutes, de gérer la misère sociale. Enfin, je trouve que la médecine générale est devenue, c'est de longue date un sacerdoce, mais là, c'est devenu extraordinairement difficile. Et ce qu'on observe, nous, c'est plutôt une difficulté d'investissement de nos collègues dans la prise en charge des malades atteints de cancer. Lorsqu'ils ont nos thérapies ciblées chez leurs patients, ils ont des difficultés pour prescrire les médicaments du quotidien, ils ne savent pas, ils ont peur des interactions, etc. Donc, je pense qu'il y a un mythe de l'information à outrance. Je pense qu'à un moment donné, nous ne pouvons pas transformer nos collègues généralistes en cancérologues, tout comme moi, je ne peux pas me transformer en diabétologue ou en médecin généraliste. Donc, toute cette question du médecin traitant, pivot de la prise en charge, est globalement à repenser, y compris d'ailleurs, pas seulement dans la gestion des traitements, mais y compris dans la présence des médecins traitants à domicile en fin de vie pour un certain nombre de nos patients, y compris dans les soins de support. Et sociologiquement, les données se sont tellement modifiées. Et je n'ai encore une fois pas de solution personnelle à proposer, mais je pense que tout doit être repensé avec nos collègues. On va aller. Je comptais vous interviewer sur le choix des thérapeutiques, chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie. Je vous pose la question chaque année. C'est vrai que si je résume en disant que la chirurgie est moins présente dans ces congrès parce que ça devient très compliqué, ils ont leur propre congrès, que la radiothérapie a un petit peu de plomb dans l'aile et que la chimiothérapie est en plein essor, est-ce que globalement... Alors, vous allez encore me dire que la radiothérapie, je suis sévère, mais... Ah oui, vous êtes sévère parce que la radiothérapie a progressé de manière technique et technologique, de manière absolument considérable. Songez par exemple qu'un patient, une patiente qui a aujourd'hui des métastases cérébrales, alors autrefois, soit on ne faisait rien parce qu'on considérait que c'était très mauvais sur le plan pronostic, soit on irradiait la totalité de l'encéphale, ce qui était à la fois peu efficace et en même temps créait des troubles cognitifs, une fatigue absolument intense, etc. Aujourd'hui, les irradiations stéréotaxiques avec reconstruction par ordinateur tridimensionnel, faisceau tournant, etc., vous permettent d'irradier jusqu'à 6 métastases à l'intérieur du cerveau sans du tout altérer la qualité de vie. Donc elle est devenue plus précise et moins caricaturale. Ah, absolument. Et puis les faisceaux d'énergie sont beaucoup plus puissants, focalisés. Mais elle ne risque pas justement, dans le cas précis des tumeurs cérébrales, d'être remplacée tout simplement par 3 pilules à l'horizon des 10 années qui viennent? Très bonne question, mais précisément non, parce que justement nous avons toujours aujourd'hui ce problème de la barrière dite hémato-méningée qui fait que la réponse au traitement systémique à l'intérieur du cerveau est encore extrêmement aléatoire et ça c'est un point qu'on n'a pas suffisamment éclairci. La chirurgie, vous avez raison, il y a des congrès de chirurgie, mais je me souviens qu'au dernier congrès de l'ASCO, qui était à Chicago, il y a quelques mois, dans les cancers gynécologiques par exemple, les 2 principales études en session plénière, c'était 2 études chirurgicales, une pour montrer qu'il ne sert pas à grand chose de faire des curages ganglionnaires, ce qui est quand même magnifique. Donc mon mauvais esprit n'est pas à prendre en compte, ça reste des disciplines qui évoluent de façon parallèle. La génomique, alors on parle que de ça dans ce congrès. Expliquez-nous ce terme justement, ce qu'est la génomique. On va faire simple. Je dirais qu'il y a ce qu'on pourrait appeler la génétique, qui est l'équipement constitutionnel de la personne malade. J'ai un certain nombre de gènes qui m'ont été transmis par mes parents, etc. Est-ce que dans ces gènes, il y a des bombes à retardement qui vont un jour me provoquer un cancer? Ça, c'est de l'ordre de la génétique constitutionnelle. Et puis, quand le cancer se fabrique, il ne se fabrique pas, dans la plupart des cas, à cause de ce genre de phénomènes, qui heureusement sont rares. Il va plutôt se fabriquer par l'accumulation d'un certain nombre d'accidents. C'est la raison pour d'accidents dans l'ADN, si vous voulez, on est une machine à fabriquer des erreurs de duplication de l'ADN, si vous voulez, on en fait 10 000 par jour à peu près. Si on fume une cigarette, on en fait 250 de plus. Et puis vous avez des systèmes enzymatiques de réparation qui fonctionnent très bien. Puis de temps en temps, il y a des erreurs. Alors les erreurs vont faire que soit elle se répare, soit la cellule va mourir, soit la cellule va survivre, et puis ces erreurs vont se transmettre. Et puis elles vont s'accumuler au cours de l'existence par des phénomènes de hasard, et à un moment donné, vous avez un nombre critique, si vous voulez, d'anomalies du génome, d'anomalies génomiques, qui vont faire que le cancer éclate.
Voilà. Et quand vous regardez l'ADN du cancer, vous trouvez des milliers d'anomalies génomiques, et c'est sur ces anomalies génomiques qu'on fonde la cancérologie d'aujourd'hui. Alors, on va justement rentrer dans le côté pratique de la génomique. Vous dites faut regarder l'ADN dans un premier temps de la tumeur plutôt que l'ADN de l'individu lui-même. Les deux. Hein, oui, mais vous faites les deux? On fait les deux dans beaucoup de tumeurs. Alors, pourquoi prévoir l'efficacité de vos thérapeutiques? Alors déjà, pour des raisons évidentes de conseil génétique, il y a certaines formes aujourd'hui de cancer pour lesquelles on est génétique conscient. On dit il y a peut-être une anomalie qui a pu se transmettre dans la famille. C'est beaucoup vrai pour les cancers digestifs, c'est beaucoup vrai pour le cancer du sein et de l'ovaire, mais on se rend compte aujourd'hui que ça commence à être vrai largement pour le cancer de la prostate, pour le cancer du rein. Ça, c'est pour donner une image de effectivement, de ce qui peut arriver à la famille. Oui. Non, mais là, je vous parle du traitement dans le patient, parce que le patient, qu'il sache qu'effectivement, il faut qu'il protège on peut le comprendre, mais l'absolue nécessité, c'est est-ce que ça prévoit l'efficacité? Est-ce que ça contrôle l'efficacité? Est-ce que ça prévoit l'évolution? Alors aujourd'hui, nous avons eu ici à l'ESMO une présentation sur ce que j'ai appelé tout à l'heure un inhibiteur de PARP dans le cancer de l'ovaire, et on a eu la confirmation, parce que tous ces médicaments agissent pareil, que leur efficacité maximale est observée chez des personnes qui ont des mutations constitutionnelles transmissibles dans la famille. C'est un petit peu la revanche, si vous voulez, de ces personnes qui ont hélas eu un cancer à cause de cette fragilité génétique, mais qui vont en tirer un bénéfice parce que le médicament marche mieux chez elles. Mais vous avez raison, c'est un exemple mineur. La plupart du temps, c'est bien sur des anomalies de la tumeur qu'on va fonder nos prescriptions. Et effectivement, aujourd'hui, il y a de plus en plus de ce qu'on appelle les tests compagnons qui vont nous aider dans bien des situations à prescrire ce qu'on appelle ces thérapies ciblées. C'est-à-dire, au lieu de faire de la chimiothérapie, on va vous donner des petits comprimés qui vont aller agir sur le mécanisme principal qui fait proliférer les cellules cancéreuses. Et là, vous allez avoir moins de toxicité et vous allez gagner 2 ans de vie supplémentaire. Ça permet de contrôler aussi l'évolution. En cours de maladie, on contrôle il ne se passe rien au niveau de la génomique quand on donne le traitement? Alors si, on sait aujourd'hui que la biologie du cancer se modifie au cours de ces fameux traitements qui eux-mêmes la modifient. Ouais. Alors elle ne se modifie pas de manière, je dirais, tellement induite par la thérapeutique, mais c'est simplement qu'on va sélectionner, si vous voulez, des cellules qui expriment par hasard, constitutionnellement, par exemple, des gènes de résistance. Alors vous avez donné une certaine thérapie ciblée et puis vous avez détruit un maximum de cellules sensibles et puis c'est quelques petites cellules qui vont être invulnérables à cette thérapeutique qui ensuite vont repeupler la tumeur. Eh bien aujourd'hui, dans les cancers du poumon, par exemple, on a identifié ce qu'on appelle la mutation dite T790M. On sait que c'est celle-là qui, sous certains médicaments, comme l'erlotinib, le gefitinib, etc., va apporter cette résistance. Eh bien aujourd'hui, on a mis au point des médicaments qui vont cibler spécifiquement cette mutation. Et donc non seulement la personne a gagné du temps de vie lorsqu'elle était sous les traitements de référence, la mutation arrive, on l'identifie parce qu'on fait une biopsie et on voit qu'elle est là et on donne le médicament qui cible cette mutation et on regagne encore 1 ou 2 ans. Pour faire ces examens, c'est juste une prise de sang classique ou il faut faire une biopsie in situ? Alors, excellente question encore une fois. Dans l'exemple des cancers bronchiques que j'ai donné, faire des biopsies, c'est pas très simple. Ouais. Il faut aller faire des fibroscopies. Parfois, vous avez de tout petits bouts de tumeur, c'est désagréable, etc. Raison pour laquelle ont été mises au point les fameuses biopsies liquides sur l'ADN tumoral circulant. Et mon collègue, par exemple, Sébastien Courreau, oncologue thoracique tout à fait émérite dans mon institution, a mis au point tout un réseau pour la réalisation de ces biopsies liquides qui sont maintenant accessibles à tous nos collègues de la région. Et qui permettent d'éviter les biopsies invasives. Ce recours à la génomique, il est devenu systématique? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un patient qui rentre dans un centre comme vous, on lui fait sa carte? Alors, globalement, oui, dans les grands centres, parce que l'enjeu, à un moment donné, c'est la participation à un essai clinique d'innovation thérapeutique. On sait qu'à un moment donné, il y aura probablement l'accès à une molécule qui va cibler tel ou tel. Encore manque de chance pour ceux qui n'ont pas accès à ça. Alors, globalement, faire la carte d'identité génomique systématique à l'entrée, ce n'est pas absolument nécessaire parce que le plus souvent, vous avez des traitements standards qui se font dans tous les centres, y compris les nôtres, etc. Alors l'inégalité, en France, on n'est probablement pas tellement
inégaux en face du cancer parce que grâce à l'Institut national du cancer, et ça c'est une vraie avancée, il y a eu un maillage territorial des plateformes de génomique probablement sans équivalent dans le monde. Et on peut dire qu'en France, même si tout n'est pas absolument parfait, que vous soyez dans la Creuse, et j'ai aucun mépris pour la Creuse, ou en plein centre d'une grande ville, à côté d'un grand centre, la même chance. Vous avez des possibilités d'accès à la génomique qui sont quand même bonnes, sous réserve de bien s'organiser. J'espère qu'on peut vous croire. Est-ce que la génomique, un jour, elle aura sa place dans le dépistage ? Alors, la génomique tumorale, non. Non, mais vous parlez de la génomique générale. Alors, sur la génétique constitutionnelle, bien entendu, puisque aujourd'hui, effectivement, elle permet de dépister ces fragilités qui vont permettre, par exemple, dans le cas des cancers du sein ou de l'ovaire, parfois de proposer des chirurgies prophylactiques et de mettre les personnes à l'abri, ce qui est absolument majeur. Ou même le risque sans faire de la prophylaxie, d'avoir le risque pour que justement ces fameuses règles hygiéno-diététiques que personne n'applique soient appliquées parce que le risque est plus important. Alors, là, on est un cran au-dessus, on est dans la prévention. Oui, non, ou alors non, dépistage ou de surveillance, dire vous devriez faire des mammographies plus fréquentes parce que vous avez cette sensibilité, le cancer colorectal, tous ces cancers. Bien sûr. Alors, effectivement, lorsque vous avez la preuve que vous êtes porteur d'un gène de prédisposition à certains cancers, vous avez des stratégies de surveillance qui sont beaucoup plus lourdes. Dans les cancers colorectaux... coloscopie, par exemple. Pas seulement coloscopie, parce qu'il faut regarder ce qui se passe dans le côlon, mais aussi dans l'intestin grêle, dans les voies biliaires, etc. Donc on fait même des vidéocapsules, on fait avaler aux personnes des petites caméras. Ça fait très longtemps qu'elles existent, ce n'est pas forcément très généralisé. Si, lorsque vous avez des personnes qui ont ce qu'on appelle des syndromes de prédisposition au cancer digestif, les fameux syndromes dits de Lynch, eh bien, elles font très régulièrement, une fois par an, une vidéocapsule pour regarder le petit intestin qui ne peut pas se voir en coloscopie. Donc ça, c'est effectivement tout à fait important. Mais il y a un point qu'on n'a pas abordé, c'est la question du dépistage très précoce. Au fond, est-ce qu'en faisant une prise de sang, je peux trouver un petit peu d'ADN tumoral ? C'était un peu ma question de départ. J'ai bien repéré ça. Ouais. Et donc... Aujourd'hui, il y a effectivement des travaux autour de l'ADN tumoral circulant. Je fais une prise de sang. Si je trouve des petits bouts d'ADN qui ont l'air tumoraux, je me dis qu'est-ce qui se passe. Ou si je trouve ce qu'on appelle aussi des cellules tumorales circulantes qu'on sait aujourd'hui repérer, compter, etc. Alors, ça a pas mal défrayé la chronique d'ailleurs. Oui, vous êtes un des rares qui accepte d'en parler de façon aussi simple que ça. Parce que tout le monde dit « Oh non, il ne faut pas parler de ça, il ne faut surtout pas dire aux gens que ça peut arriver parce que… » Oui, la grande difficulté, c'est qu'on sait chercher l'ADN tumoral circulant, on sait chercher les cellules tumorales circulantes, mais on ne sait pas si vous pouvez avoir une tumeur très évolutive sans avoir de cellules tumorales ni d'ADN, etc. On ne sait pas si vous pouvez éventuellement avoir un peu quelques anomalies mais ne jamais développer un cancer. Et puis surtout, ce qu'on ne sait pas, c'est si on vous trouve des anomalies, est-ce qu'on va être capable de trouver le cancer en cause avec des examens ? Et ensuite, est-ce qu'on va être capable de mieux vous guérir ? Et toutes ces questions sont non résolues. Alors, en conclusion, est-ce qu'on peut dire aux médecins qui nous écoutent qu'il ne faut surtout pas que ces notions-là arrivent dans le grand public, parce qu'ils vont être submergés de gens qui vont leur demander la prise de sang contre le cancer, mais que de leur vivant de médecins, ils auront certainement un jour ce progrès-là. Eh bien, sincèrement... Je parle pas pour les vieux médecins comme moi, mais je parle pour ceux qui sont plus jeunes. Oui, sincèrement, pour l'instant, j'ai du mal à l'entrevoir parce que l'ampleur des études qu'il faut faire pour démontrer quel est le bénéfice de santé publique est, à mon avis, énorme et suppose des coûts que l'on ferait mieux, à mon sens, d'investir dans l'innovation thérapeutique. Je voudrais simplement vous rappeler que pour décoder le premier génome, il a fallu dépenser presque autant d'argent que pour aller sur la Lune, et aujourd'hui, ça se fait avec 500 € n'importe où. Donc, oui, vous êtes... ça de notre vivant, si j'ose dire. Vous êtes un vieux médecin, mais vous avez une vision d'avenir, c'est vrai. Les coûts ne cessent de diminuer. Cependant, je pense que l'enjeu d'accès à l'innovation thérapeutique, qui n'est pas vraiment garanti aujourd'hui, c'est quand même l'enjeu majeur. Alors, puisque vous m'avez traité de vieux médecin, je vais être un brin provocateur. Les cancérologues ont été longtemps, eux, des thérapeutes à sang-froid. Par leur maniement des médicaments, vous aviez des médicaments trop puissants. Je dis toujours, c'est l'exemple de tuer une mouche avec un bazooka, ça tue la mouche, mais ça fait quand même des dégâts collatéraux. Vous avez des effets secondaires majeurs. On peut vous reprocher aussi la prise en charge non optimale de certains effets comme la fatigue et bien évidemment la douleur. Est-ce que vous avez progressé là-dessus ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse plus que le résultat qui consiste à dire « oui, j'ai détruit la tumeur ». On peut dire que vers la fin des années 80,
L'oncologue médical, l'oncologie médicale, c'est un peu un sacerdoce. L'oncologue médical, c'est un peu comme le prêtre qui arrive à la dernière extrémité avec quelques molécules peu actives. Et on va dire le pivot de la prise en charge en cancérologie, c'est le chirurgien. Après le chirurgien, un peu la radiothérapie. Bon. Et puis le paradigme se renverse complètement jusque dans les années 2000 par l'apparition de tous ces nouveaux médicaments qui vont faire quand même de l'oncologue médical souvent le chef d'orchestre de la prise en charge globale. On est beaucoup moins toxique, les durées de vie se prolongent. Enfin, les gens sont toujours aussi fatigués, ont presque toujours aussi mal. Ça, c'est un point intéressant que vous soulevez, la question de la fatigue. Parce qu'il se trouve que la chimiothérapie, pour le coup, ça fatigue beaucoup. Oui. Et l'évolution du cancer, ça fatigue beaucoup. Quand vous combattez le cancer efficacement, les gens sont moins fatigués. Mais la fatigue, c'est l'effet secondaire. Entre le moment avant une chimiothérapie et après, les patients voyons qu'il y a quand même une différence. Nous sommes d'accord. Ouais. Alors, beaucoup de ces fatigues sont liées à ce qu'on appelle la désadaptation à l'effort. Ça, c'est un thème majeur. Quand vous êtes tellement reposé parce que vous avez été au lit avec la chimio, etc., vos muscles fondent et ensuite vous avez une fatigue chronique, d'ailleurs, qui s'aggrave avec le repos. Et les cancérologues savent toujours aussi peu prescrire l'exercice physique. Alors, de moins en moins mal. Ouais. Nous avons dans nos institutions maintenant, dans la mienne, par exemple, il y a un service qui est dédié à l'activité physique adaptée. Il y en a combien en France, ces services Oh oui, je suis d'accord que ce n'est pas encore absolument optimal. Et la prise en charge de la douleur, les spécialistes de la douleur disent que c'est toujours... Vous êtes toujours obsédé par le cancer et non pas effectivement tout ce qui se passe autour. Franchement, en toute sincérité, surtout vis-à-vis de nos jeunes médecins, nos jeunes collaborateurs, je pense qu'on ne peut pas regarder la cancérologie d'aujourd'hui avec des critiques, je ne parle pas de vous naturellement, mais des critiques sociologiques du siècle dernier. Il faut arrêter d'appliquer à la cancérologie d'aujourd'hui ce qu'on entend de manière récurrente. Oui, enfin, vous n'êtes pas spécialiste de la douleur quand vous discutez avec les spécialistes. Un peu quand même. Oui, mais enfin bon, il y a des gens dont c'est le métier. Ouais. Comme vous disiez toujours, vous ne pouvez pas être parfait partout, même si vous êtes... Mais les spécialistes de douleur disent que la prise en charge de la douleur dans notre pays reste quand même quelque chose qui n'est pas à la hauteur de ce que ça pourrait être. Écoutez, je vais vous dire franchement, je ne peux pas juger de toutes les douleurs, il n'y en a pas qu'en cancérologie, mais les douleurs du cancer sont aujourd'hui beaucoup mieux prises en charge qu'elles ne l'étaient autrefois. Ça ne se réduit pas à de la consommation de morphine. Dans nos services, des équipes mobiles de soins palliatifs se déplacent tous les jours pour venir nous enseigner et nous aider. Quand je disais un peu quand même, je ne m'érigeais pas en spécialiste de la douleur, mais en quelqu'un qui reçoit tous les jours. Bon. Oui, alors, et nos malades souffrent, et Dieu sait si on a envie de les soulager. Pour chaque conseil, il faut bien conclure, on dira que aujourd'hui, la profession de cancérologue a fait son mea culpa et ça progresse à pas de géant vers la bonne direction. Oui, en même temps, moi, je vais vous dire, je conteste tout à fait l'idée du mea culpa. Je pense juste que les relations humaines, la médecine, tout ça, les gens ont envie de progresser, ils ont envie de soulager les malades, ils ont plus ou moins... Bon, vous savez, il y a 20 ans, j'avais beaucoup moins de possibilités de soulager les patients qu'aujourd'hui. Je n'avais pas la neurostimulation transcutanée, je n'avais pas les traitements de la douleur neuropathique, je n'avais pas les psychologues pour m'aider, je n'avais pas les sophrologues et je n'avais pas l'ostéopathe. Vous savez, moi, j'ai un ostéopathe qui vient dans mon service, qui tripote les gens et les gens adorent ça parce que ça leur fait un bien fou. Bon, bah, vous êtes un peu péjoratif, qui tripote les gens. Ah, mais je dis ça de manière affective. Bon, d'accord. Parce qu'il leur fait un... Parce qu'il y a un problème entre l'ostéopathie et les médecins généralistes. Chaque fois que je fais une émission, ça déchaîne des patients qui sont... Moi, avec ma petite lorgnette de cancérologue, je dirais qu'il faut surtout être ouvert et puis il faut surtout, au-delà de savoir si c'est de la médecine manuelle, si l'ostéopathie marche ou marche pas, il faut voir si elle soulage les gens, puis il faut surtout avoir un dialogue avec le professionnel qui le fait et lui expliquer ce qu'il faut faire avec une métastase osseuse, ce qu'il faut faire avec le ventre du malade, etc. Moyennant quoi, je vous assure que les malades s'en trouvent très bien parce qu'on a des gens très investis et très motivés. Ne perdez pas cette petite lorgnette, elle est très efficace. Alors on va parler côté communication avec les patients. Le diagnostic de certaines maladies est aujourd'hui souvent moins dramatique en cancérologie que dans d'autres cas. J'aime pas le classement, mais c'est vrai qu'un diabète très grave ou une BPCO évoluée est parfois un diagnostic beaucoup plus péjoratif qu'un cancer qu'on sait qu'on va pouvoir prendre en charge. Pourquoi l'image du cancer ne change pas? Pourquoi ça reste toujours la principale crainte des patients? C'est une faille majeure dans l'existence. Lorsqu'on vous dit vous avez un cancer, vous entendez j'ai une maladie mortelle. Et donc de cette espèce d'immortalité
ce sentiment d'immortalité qu'on a un peu, vous et moi, tous les jours, par le quotidien, ce que nous faisons, etc., y compris en ce moment même, eh bien, il est battu en brèche immédiatement par l'idée qu'on va peut-être mourir. Et ça, c'est profondément ancré dans l'imaginaire populaire, avec aussi l'idée que les traitements sont effroyablement toxiques, que les cheveux vont tomber, etc., etc. Donc il y a là un tabou qui est aggravé aussi par un tabou social. Les cheveux continuent à tomber. Hein, de moins en moins. Ouais. Si je regarde une de mes consultations, vous voyez... Cancer du sein, les cheveux tombent systématiquement? Non, pas du tout. Pas du tout. Non. Si je regarde l'ensemble des personnes que je soigne dans une de mes consultations, je vais voir sur 10 malades probablement 2 alopécies. Ouais. Ça a beaucoup diminué par rapport à autrefois. Bon. Et au fond, ceci est aggravé par ce tabou social de la performance, du bien-être, de la jeunesse éternelle, etc. Vous savez, aujourd'hui, on ne veut plus voir les mourants, on ne veut plus voir la mort en face. Il faut la déléguer d'ailleurs aux hôpitaux, il faut voire même, dans certains cas, y mettre fin par l'euthanasie. Ce sont des thématiques éminemment modernes. Par conséquent, lorsque vous avez un cancer, vous êtes de fait éjecté de la société et on ne vous prête plus d'argent, on ne vous emploie plus. On va y venir justement. Mais par exemple, une jeune femme qui a un cancer du sein et que vous voyez en consultation, vous lui parlez de maladie chronique, vous lui dites, vous banalisez un peu ce diagnostic en lui disant que elle rentre dans une maladie chronique et non plus une maladie effroyablement mortelle comme autrefois. Alors déjà, on guérit du cancer, et on guérit aujourd'hui 55 à 60% de tous les cancers. Et là, on parle du cancer du sein, par exemple. Oui, le cancer du sein, aujourd'hui, on n'est pas loin d'un 80-85% de personnes opérées d'un cancer du sein et qui vont définitivement guérir. Oui. Alors ça, il faut le dire, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on n'est jamais guéri. Et pour les 15% d'autres, on peut dire que c'est une maladie chronique? Alors vous avez ensuite, hélas, les personnes qui rechutent, qui ont des métastases, etc. Mais ceux-là, vous avez une solution pour eux, donc c'est... Oui, puisque... Aujourd'hui, on sait que ces personnes survivent plusieurs années, et même parfois des dizaines d'années, avec des maladies peu évolutives. Alors, lorsque je vois une personne avec une maladie métastatique, j'introduis souvent l'idée que cette maladie, elle existe depuis le début. Hein, si c'est une rechute, elle a pu se produire depuis des années, etc. Que c'est toujours la même maladie et que ça va nécessiter une médicalisation un peu indéfinie qui va pouvoir durer des années. Donc, quand vous voyez une jeune femme qui a un cancer du sein, vous lui dites 85% de chance de guérir, et si elle ne guérit pas, il y a des recours qui fait qu'on est typiquement dans la définition d'une maladie chronique. Qu'on peut vivre longtemps, bien sûr. Est-ce qu'on peut dire que certains cancers qui sont guérissables et aborder le pronostic dès le début, enfin c'est la question que on vient d'y répondre, mais c'est la plupart des cancers où on peut... Les cancers les plus fréquents, on va dire. Oui. Alors, sur le concept de guérison, il faut toujours être très prudent, bien sûr, hein, parce que ne jamais dire, par exemple, à une personne qui a terminé son traitement, monsieur, madame, vous êtes guéri. Mais le terme de rémission n'est pas terrible non plus. Non, parce que ça laisse l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Moi, je dis souvent à une personne opérée d'un cancer du sein ou d'une autre maladie, au moment même où nous parlons, vos chances de guérison sont bien supérieures, par exemple, au risque de rechute, mais nous, on va essayer de diminuer encore au maximum ce risque. Mais il va falloir suivre les patientes pendant longtemps. Dans un cancer du sein, plus de 10 ans. Dans un cancer du poumon opéré, on va pouvoir parler de guérison probablement beaucoup plus tôt. 10 ans pour le cancer du sein, il faut retenir ça. En étant caricatural, on va dire qu'il faut un suivi très attentif pendant au moins 10 ans et qu'après le risque diminue très nettement. Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure, est-ce qu'on peut espérer qu'un jour le cancer va devenir une maladie comme les autres, sans que le patient subisse la double peine, en particulier avec son entourage? On a des idées, on a des études sur cancer et divorce. C'est une question que je me posais en préparant ça. On a des études sur cancer et mariage. Oui. Vous avez quelques études qui ont été faites, notamment dans le mélanome et dans les cancers du côlon, qui suggèrent, mais alors c'est toujours à prendre avec des pincettes, hein, mais qui suggèrent que lorsqu'on est marié, eh bien, on s'en sort mieux en termes de chances de guérison, de durée de survie, etc. C'était ce qui prouverait que ce que je dis sur l'entourage des patients est faux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la double peine. C'est-à-dire que le fait d'avoir un cancer ne fait pas un sentiment d'abandon, mais plutôt de resserrement, de la lutte. Le plus souvent, si je peux ajouter, Jean-François, on voit les familles, les amis se resserrer quand même dans des mouvements de solidarité, je dirais même parfois d'héroïsme, qui sont magnifiques. Hein. Le meilleur de l'humanité, il est quand même dans nos hôpitaux. Hein. Et puis parfois, vous avez des gens qui en effet se retrouvent seuls, c'est beaucoup plus rare, et auquel cas, c'est à nous aussi d'essayer de les entourer au mieux. Le terme de survivant,
je regardais encore le programme de ce congrès, on parle survivors, les survivants du cancer. Alors vous dites qu'il ne faut pas l'employer, il faudrait commencer par ne pas l'employer dans vos études, non? C'est une traduction probablement trop forte du terme anglo-saxon. Survivor, ça veut dire survivant aussi en anglais, hein? Oui, encore que vous pouvez avoir des nuances dans le terme survivor. Dans le terme anglais, il y a... C'est bien la première fois que l'anglais a plus de nuances que le français, mais enfin on peut le... si je peux me permettre, depuis la bataille de Hastings, il y a à peu près 2 fois plus de mots dans le vocabulaire anglais que dans le vocabulaire français, Jean-François. Bon. Mais non, vous avez raison, les mots ont leur force, je pense à métastase, etc. Et le mot survivant, il faut le bannir de notre vocabulaire français. Il faut plutôt parler de réhabilitation, de réinsertion, de retour à la vraie vie. Et là, il faudrait peut-être qu'on en parle aux banquiers, aux assureurs. Voilà, justement, je vais vous dire, le terme de survivant, eux, les banquiers et les assureurs, pour eux, ça reste une notion réelle. C'est la froideur du modèle mathématique. Et les employeurs, hein. C'est la froideur des modèles mathématiques. Vous n'avez pas peur que le big data, dont tout le monde nous prodigue que ça soit formidable pour la médecine, ça va se traduire par effectivement une connaissance de tout le monde, de votre état de santé et même un jour de votre génomique. Donc, Oui, vous savez, on a dit la même chose justement de la génétique, hein. Attention, la connaissance génétique va nous amener à faire des clones, ce sera Big Brother, ce sera Aldous Huxley, le meilleur des mondes, etc. Est-ce qu'on a vu arriver tout ça? Non. Non. Parce que je pense qu'en dehors d'un contexte purement totalitaire, et pour l'instant nos pays européens en sont, Dieu merci, protégés, vous avez quand même des scientifiques raisonnables qui pensent au bien de l'humanité. Donc... Il faudrait légiférer pour ça, pour que les gens qui ont eu un cancer soient considérés par les banques, les assureurs comme des gens normaux. Les banques et les assureurs ne sont pas forcément des effroyables personnages, simplement ils raisonnent à partir de modèles mathématiques de risque, si vous voulez, et ils regardent leur propre intérêt. La conséquence est souvent effroyable, même si eux ne le sont pas. Mais Alors on voit bien, nous, pour nos malades, ces conséquences effroyables, sans compter le regard des autres aussi, ouais. Hein, la fragilité, on vous prête plus d'argent, etc. Plutôt que légiférer pour contraindre un monde qu'on n'arrive pas à contraindre, à savoir le monde capitaliste moderne, peut-être réfléchir plutôt à une protection sociale renforcée. Et dans un monde où on ne peut pas protéger tout le monde à 100%, je voterais bien pour qu'on protège davantage les malades du cancer et peut-être un peu moins d'un tas d'autres choses qui sont moins cruciales. Voilà. Allez, on va conclure en 3 minutes sur un sujet où on a déjà fait une émission entière. Pour ceux qui voudraient, sur le coup du cancer, qui sont intéressés, cette émission est toujours disponible. Qu'est-ce qu'on dit aux patients sur le coût des traitements ? On leur dit rien, c'est souvent eux qui en parlent. Quand j'ai vu le coût de ma boîte de comprimés, etc. Moi, je réponds souvent, vous savez, si la boîte de comprimés permet que vous alliez bien, c'est déjà son but. Et puis qu'ensuite, vous ne reveniez pas à l'hôpital à cause de complications, etc. En réalité, on va plutôt gagner de l'argent. Mais tout le monde a accès à ces nouveaux traitements? Non. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons dans notre pays un problème croissant, récurrent et qui s'aggrave d'accès à l'innovation thérapeutique. Nous avons d'ores et déjà perdu l'accès pour un certain nombre de patients à des médicaments anticancéreux d'efficacité reconnue. Nous retardons de manière, à mon sens, trop importante l'accès aux médicaments qui arrivent par rapport à d'autres pays. Je pense à l'Allemagne et je pense même au Royaume-Uni. Je pense que nous régressons dans l'accès à l'innovation thérapeutique et que ceci met en péril la qualité du système de cancérologie aujourd'hui. Vous n'avez pas peur qu'un jour les gens arrivent avec le carnet de chèques en disant « Écoutez, moi docteur, je m'en fous de ne pas avoir une nouvelle voiture ou de ça, mais je veux que mes enfants être bien soignés, je fais un chèque pour avoir ces médicaments ». Eh bien, c'est ça l'idéal de la protection sociale telle qu'elle a été voulue à la Libération. Alors, je ne dis pas qu'on va continuer éternellement avec des modèles qui ont un siècle, mais... Vous dites qu'on n'y arrive pas, donc... je ne suis pas sûr qu'on n'y arrive pas. Je pense qu'on n'a peut-être pas aujourd'hui... Vous venez de me dire clairement qu'il y a une espèce d'inégalité sur... c'est pas une espèce. C'est une inégalité sur l'accession à ces nouvelles thérapeutiques. Donc cette inégalité, certains peuvent penser la résoudre avec un chèque. Pas aujourd'hui en France. Ouais. Hein, c'est impossible. C'est ça pas aujourd'hui en France. Aujourd'hui en France, vous ne pouvez pas, si vous êtes assuré social, acheter tel ou tel médicament non disponible. Et heureusement, ça c'est l'équité. Mais là où nous perdons pied... Par contre, vous allez en Allemagne, vous pouvez l'avoir. Alors oui, vous pouvez aussi, si vous êtes un patient étranger, sur prescription médicale, acheter des médicaments dans certains pays européens. Mais ma préoccupation n'est pas tellement celle-là, c'est plus un certain nombre d'inégalités territoriales aujourd'hui en France qui commencent à se faire jour vis-à-vis de l'accès aux anticancéreux. Et puis des inégalités vis-à-vis de la moyenne des pays riches, où clairement, c'est les études le montrent, nous avons régressé ces dernières années, et où probablement notre système d'évaluation et de fixation des prix des médicaments n'est plus compétitif et mérite d'être repensé. Vous savez que le mot qu'on a prononcé le plus aujourd'hui, en plus dans cette émission après cancer, c'est inégalité. Oui.
dans un pays tout de même, oui, qui garantit beaucoup d'égalité entre citoyens, un pays qui a la passion de l'égalité depuis les Gaulois, je pense en effet que nous sommes confrontés au défi de garantir cette égalité d'accès, alors même que l'innovation fait que les médicaments sont de plus en plus coûteux. C'est le vrai débat des années à venir. Nous avons la chance d'avoir aujourd'hui un ministère de la Santé qui est pris en charge par quelqu'un qui connaît ces problèmes. Cancérologue. Qui est cancérologue et qui sait ce que c'est que le coût et la valeur des traitements. Et donc moi j'ai espoir que nous progressions dans les années à venir. Merci Gilles Freyer, c'est passionnant comme d'habitude. D'ailleurs vous reviendrez, Gilles Freyer a un abonnement au JDF parce que c'est toujours passionnant et on reviendra sur tous ces aspects du cancer. Bon, cette émission est terminée. Nous étions en direct de Madrid pour l'édition 2017 de l'ESMO, le Congrès européen de cancérologie. On se retrouve la semaine prochaine dans notre studio habituel pour une nouvelle édition des JDF. En attendant, portez-vous bien.